c'est une vision moraliste qui n'a pas lieu d'être. Tu vois, c'est comme ça, puis c'est tout. Je veux dire, ça prouve effectivement que les obstacles à franchir pour qu'une femme accède à la pensée pure sont supérieurs à ceux qu'ont les hommes, qu'ont à franchir les hommes. Donc, il y a une inégalité des hommes et des femmes, et cette égalité est anthropologiquement intrinsèque, c'est tout. Alors après, la démarche de féministes qui consiste à dire oui, mais c'est une injustice sociale et il faut y remédier. Ah ben, ça veut dire à ce moment-là qu'il faut créer, c'est de la discrimination positive, tu vois. Donc, alors aujourd'hui, je lis des articles dans les magazines féminins qui sont d'un féminisme absolument idéologiquement bélant et stupide, de dire il faut absolument faire des quotas pour obliger les filles à faire des sciences dures et à s'intéresser aux maths, parce qu'on voit que les filles, plus elles entrent dans l'âge, moins elles ont envie de faire des maths pures. Et après, on fait de la stat et on voit que les filles n'ont pas envie de faire des maths parce que, pour des raisons profondément féminines, c'est des catégories qui ne les intéressent pas autant que les garçons. C'est-à-dire que c'est même pas vrai qu'elles soient douées ou pas douées, c'est qu'elles n'ont pas de passion pour. Tout ça, c'est de la statistique. Bien sûr, c'est la statistique, c'est-à-dire que à un moment donné, en troisième année de maths sup, on trouve 80% de garçons, 20% de filles, je sais pas, parce qu'effectivement, on trouve exactement comme pour les échecs, il y a très peu de filles qui jouent aux échecs à haut niveau. Parce qu'il y a un tronc commun à 5-6 ans, les filles sont aussi douées que les garçons pour les échecs, et puis à un moment donné, au moment de la puberté, cette vision guerrière du monde et conquérante du monde, tu vois, les intéresse moins. Et on voit d'un seul coup que les filles s'éloignent de ce domaine au moment de la puberté, au moment de la différenciation hormonale. Mais ça, c'est de la vraie étude. Et c'est pas forcer les filles à dire c'est pas normal, ça s'intéresse pas aux échecs, on n'arrive pas à faire 50-50. D'être emmerdé pour des raisons idéologiques et politiques qu'il n'y ait pas 50-50 de filles et de garçons qui jouent aux échecs à partir de l'âge de 17 ans, ça c'est de l'idéologie et de la dictature, tu vois. Qu'est-ce qu'on y peut? Les filles aiment moins les maths que les garçons, aiment moins les échecs que les garçons passé un certain âge. Ça, c'est un constat, une analyse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différenciation et que l'hormonal y joue un rôle parce que, effectivement, ça induit au niveau de l'imaginaire, au niveau du désir, au niveau des représentations et même au niveau des concaténations, au niveau du logos, ça induit des démarches différentes. Et moi, là, je pointe du doigt l'idéologie féministe qui est un égalitarisme de type stalinien. C'est-à-dire que c'est vouloir faire qu'il y ait 50% d'agrégés de maths masculins et féminins. Or, le vrai danger, c'est quand on veut qu'il y ait par la force et par la coercition politique 50% de matheux au niveau de la recherche, eh ben on fait baisser le niveau de la recherche. C'est-à-dire qu'un pays qui ne joue pas ce jeu-là, eh ben il prend le leadership des mathématiques pures. Et c'est ce qui nous arrivera si on continue à vouloir mettre des filles à tout prix. Et là, je prends le pari. Je dis, ça ne veut pas dire qu'un jour il n'y ait pas une prix Nobel de mathématiques géniale. Je veux dire, moi je vois dans l'étude du marxisme, Rosa Luxembourg a produit des théories sur l'impérialisme tout à fait de très haute qualité et c'est une grande intellectuelle. Mais c'est une exception. Je veux dire, mais quand à un moment donné on veut dire il y aura autant de prix Nobel de physique hommes que femmes et on oblige à ce qu'il y ait 50-50 parce qu'on peut en arriver là. Là on est dans le délire idéologique, on est dans la dictature idéologique et c'est dangereux pour la qualité des sciences. Donc c'est dangereux pour le progrès. C'est ça que je dis, c'est tout. D'accord. Et donc par rapport à ça, comme il y a une inégalité entre les hommes et les femmes qui est hormonale, qui est cérébrale, enfin dans la constitution du cerveau, on peut très bien imaginer que... La différence d'ailleurs quand on dit inégalité, c'est selon certains critères qui sont les critères masculins. Ce qu'on reproche aux féministes, c'est que les féministes inconsciemment prennent comme hiérarchie la hiérarchie masculine. C'est justement sur ça que j'allais revenir. On peut imaginer qu'il y a des catégories ou des cultures qui seraient plutôt destinées aux femmes et qui sont moins mises en valeur et qui notre société a tendance à mettre en valeur les domaines comme qui font appel beaucoup à la logique et les placer au sommet de notre société, alors que peut-être qu'il y a des domaines où les femmes seraient beaucoup plus représentées et auraient beaucoup plus de capacités, peut-être par rapport à la mise en valeur de sentiments ou ce type de choses. Je sais que par exemple il faut avoir les sentiments en mathématiques pures, c'est ça le problème. Justement, il faudrait peut-être mettre en valeur d'autres domaines dans lesquels les femmes sont plus douées et ont quelque chose à apporter à la société civile ou... Enfin, ces domaines n'existent pas déjà, c'est ça le problème, je pense qu'ils existent déjà. Ils existent déjà, mais ils sont peut-être moins mis en valeur. Moins mis en valeur par les hommes, par la société patriarcale, etc. Bon bah d'accord, mais on voit bien que se développe petit à petit des médias féminins, de culture féminine. On voit bien l'image, on voit bien le rôle que tient la femme dans le cinéma français jusqu'aux années 70. On voit bien qu'il y a la portion congrue, que la femme est toujours réduite à la maman et à la putain, et je comprends parfaitement qu'une bourgeoise cultivée, etc., soit agacée de cette réduction archétypale, hein, je le comprends tout à fait. Bah, après, elles ont fait leur travail, c'est l'histoire des femmes, de la culture féminine, etc. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est quand cette culture devient violente, agressive, castratrice. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas à laisser une culture féminine se développer, on en est à mettre en cause l'histoire de la culture masculine. C'est ça, on en est à essayer on en est à la vengeance, on en est à la revanche.
C'est-à-dire il y a un désir de châtiment des hommes, ce qui d'ailleurs participe du communautarisme victimaire, que ce soit celui des Juifs, des Noirs aujourd'hui avec l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes des persécutés et nous voulons que quelqu'un paye pour ça. Et c'est positionner chaque catégorie comme ça se définit par la persécution. C'est-à-dire les femmes. Qu'est-ce que c'est que les femmes? C'est une catégorie persécutée par les hommes. Qu'est-ce que c'est que les juifs? C'est une catégorie persécutée par les non-juifs. Qu'est-ce que c'est que les noirs? C'est une catégorie persécutée par les blancs. Qu'est-ce que c'est que, à la limite, le travailleur? C'est une catégorie persécutée par le bourgeois, même si cette catégorie est en déclin, alors que ça a été la catégorie marxiste. On est dans le communautarisme victimaire généralisé. Je pense que cette vision du monde tend à être paranoïaque, tend à être dangereuse et contre-productive et bête, c'est tout. Mais après, je ne nie pas l'histoire de la société patriarcale, les femmes cantonnées à certains rôles, et souvent cantonnées par elles-mêmes. Ce qu'on voit aujourd'hui dans l'histoire du foulard et de la réislamisation des sociétés, c'est que ce sont souvent les femmes qui réclament. Ce sont les femmes qui réclament la charia en Irak aujourd'hui, souvent. C'est ça qui est étrange. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. C'est-à-dire que qui reproduit le patriarcat dans les sociétés méditerranéennes? Les mères. C'est ça qui est marrant. Qui fait le macho? La maman, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, alors c'est complexe, quoi, c'est tout. Moi, je réclame un peu de complexité, puis un peu d'ironie, quoi, c'est tout. Ce qui m'emmerde, c'est quand on est dans que pour contrer une idéologie dominante un peu brutale et un peu stupide, un certain patriarcat Troisième République, on produit un matriarcat Cinquième République du même niveau de lourdeur et de vulgarité et de brutalité. Et là, on perd deux fois, c'est tout ce que je dis. Ouais. Donc j'avais préparé des petites questions de sociologie, comme je les avais intitulées. Moi, par exemple, par rapport à ton travail, j'aurais pas tendance à penser que c'est de la sociologie pure, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un travail journalistique, argumenté par de la sociologie. Qu'est-ce que c'est la sociologie pure? Je ne crois pas que ça existe. La sociologie, c'est une science humaine, et d'ailleurs, science humaine, c'est contradictoire. C'est un domaine qui est entaché de politique, d'idéologie, de doxa, tu vois. C'est pas une science, la sociologie. Quand tu as compris ça, déjà, tu as fait un gros pas en avant, puisqu'il y a ce qu'on appelle le problème de l'identité du sujet et de l'objet, c'est-à-dire que ce qu'étudie le sociologue, c'est sa propre catégorie, c'est-à-dire les communautés humaines. Quand un chercheur étudie les maths ou même la biologie des souris, il étudie quelque chose dans lequel il n'est pas trop impliqué, tu vois. Mais quand un sociologue fait de la sociologie, il oublie qu'il est lui-même un bourgeois français, éduqué dans les années 70, il est totalement immergé dans l'objet qu'il étudie. Donc, si tu veux, il n'a pas d'objectivité, il ne peut pas prétendre à l'objectivité. Et la meilleure chose qu'il peut faire, c'est comprendre qu'il ne peut pas prétendre à l'objectivité. Et c'est pour ça que Bourdieu est un sociologue de troisième zone, parce que c'est un positiviste. Il croit qu'il peut transposer, si tu veux, l'objectivité des sciences exactes dans les sciences humaines. Alors, quand tu crois à ça, tu es d'une naïveté inouïe, tu vois, c'est Auguste Comte, tu vois. Et de penser que on peut être dans l'objectivité sociologique. Moi, je sais que c'est pas possible. Donc déjà, si tu veux, j'évite ce piège. Je sais que je suis un moyen bourgeois français déclassé, né à la fin des années 50, qui a eu bénéficié de l'éducation pré-68 art jusqu'à l'âge de 10 ans, puis post-68 art après l'âge de 10 ans. J'ai mis tout ça comme préambule c'est-à-dire que j'ai identifié mon point de vue. Et je prétends que identifier son point de vue, c'est le maximum que tu puisses faire en sociologie. Et après, tu dis, selon mon point de vue, selon mes goûts et ma vision du monde, voilà ce que je vois et voilà ce que je dis. Mais je pense que des gens voient... Je comprends qu'il y ait d'autres points de vue et qu'ils aient leur valeur, c'est-à-dire leur cohérence, tu vois. Leur cohérence et leur finesse. Mais, donc déjà, si tu veux, je ne suis pas... que je sois plus journaliste que sociologue, ça veut dire effectivement que je suis moins naïf qu'un sociologue d'État qui pense qu'il fait des sciences. Alors qu'il est payé, il est fonctionnaire d'État. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il comprenne, ce sociologue d'État, c'est que s'il faisait de la sociologie qui ne plaît pas au pouvoir, il serait viré. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je connais plein d'exemples de sociologues qui, à un moment donné, ont dévié de l'idéologie dominante et se sont fait sortir, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les crédits, ils n'ont plus les budgets, tout simplement. Et qu'un sociologue qui va dans les budgets, monter dans la hiérarchie, tu vois, c'est-à-dire que tu vois que Bourdieu a étudié la société kabyle au moment de la décolonisation, et ça allait tout à fait dans le sens du FLN, c'est pas un hasard s'il a eu les sous pour faire ça, et qu'il l'ait fait en conscience ou naïvement, critiquer la société kabyle traditionnelle, c'était très 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 bien vu au début des années 60 pour avoir les budgets. Il a écrit un texte qui s'appelle sur la parité, qui s'appelait il a écrit un texte sur l'idéologie masculine, ou je sais pas trop quoi, au moment de la parité. Comme par hasard, il fait un texte qui accompagne avec l'esthétique de la sociologie et de la science la parité politique.
c'est par hasard si ce bouquin a été magnifié à ce moment-là. Donc est-ce qu'il l'a fait, soit il l'a fait en conscience et c'est un acteur politique et un idéologue du régime, soit il l'a fait sans s'en rendre compte et c'est un naïf. Je veux dire, mais dans les deux cas, ce n'est pas un grand penseur. Et ça, si tu veux, j'ai les 50 prochaines années pour montrer que j'ai raison, quoi, c'est tout. Moi je sais pas, moi je penserais que quand on est dans l'idéologie dominante, on ne se rend pas compte qu'on est dans l'idéologie dominante. Donc, et donc, malgré tout, t'as pas l'impression qu'on peut élaborer des lois qui sont reproductibles des phénomènes sociaux? Parce que bien sûr, on peut le faire. Mais qu'est-ce qu'a produit qu'est-ce qu'a produit Bourdieu de ce point de vue-là? Il a fait qu'enfoncer les portes ouvertes. Non, dans ce sens-là, faire un bouquin de 400 pages pour montrer que les élites se reproduisent malgré l'appareil mis en place par Napoléon. Au moment même où on tend à vouloir disqualifier cet appareil démocratique, d'ailleurs, est-ce que c'est pas à son insu être manipulé par l'idéologie dominante, puisque c'est disqualifier finalement tout ce qui est les écoles d'État, en disant qu'elles reproduisent les élites, alors que finalement elles étaient quand même un frein à l'auto-reproduction des élites dans lesquelles on est aujourd'hui, où effectivement, je veux dire, malgré tout, si tu veux, le diplôme de grande école anonyme nécessaire, c'était quand même le truc le plus démocratique par rapport à la cooptation pure. Alors qu'est-ce qu'a fait Bourdieu avec son bouquin sur les élites? C'est montrer que finalement ça ne faisait que les grandes écoles ne faisaient que reproduire les élites. C'était disqualifier les seules barrières qu'on avait pour nous protéger de la reproduction finalement stricto sensu des élites par elles-mêmes. Est-ce que l'histoire de Bourdieu n'est pas une immense histoire de la naïveté sociologique, tu vois? C'est ma thèse, tu vois. Moi je disais ça par rapport à ça parce que le principe d'une science, c'est qu'elle a la capacité à élaborer des lois qui sont reproductibles, c'est-à-dire une fonction mathématique qui peut se calculer avec différents facteurs ou ce type de choses. Et pourquoi la sociologie serait pas une science alors qu'elle élabore des lois? Une science produit du fonctionnel et du cohérent, hein, c'est-à-dire qu'il y a une logique interne qui se vérifie et en plus c'est un certain rapport de réalité avec la réalité. Hein, c'est-à-dire, on se dit, c'est cohérent et ça rend compte du réel assez bien. Donc, c'est une chance d'être vrai entre guillemets. Tu vois, c'est ça, c'est cohérence interne et fonctionnalité externe. C'est tout, c'est les seuls critères. Alors après, en sciences humaines, il faut beaucoup de temps pour le vérifier réellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, la nouvelle droite découvre le génie marxiste. C'est-à-dire que De Benoît a découvert depuis quelques années, c'est les tenants de la nouvelle droite, que Marx était sans doute le penseur le plus pertinent pour penser l'époque du libéralisme à travers ce qu'il appelle la dérive de l'accumulation capitaliste. Que finalement c'était le plus pertinent, le critique du libéralisme le plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié que tout ce qu'il avait théorisé s'est à peu près accompli. Pour ceux qui ont étudié Marx sur les contradictions de la société marchande, comment elle y suppléait et la violence que ça générait, etc., etc. Donc on voit qu'en gros il a fallu pratiquement 150 ans pour qu'on se rende compte que Marx était un grand penseur et que malgré l'hostilité idéologique que pouvaient avoir les tenants de la bourgeoisie de droite pour ce penseur révolutionnaire qui leur a fait beaucoup de tort au sens concret du terme, et 150 ans après, quand le problème est réglé, puisque cette vieille bourgeoisie catholique elle-même a perdu le leadership, a été dégagée par la bourgeoisie réformiste, ils finissent par admettre, 150 ans après, que Marx est un grand penseur. Il a fallu 150 ans pour que le débat devienne dépassionné sur ce sujet-là. Le problème, c'est que dès qu'on est dans les sciences humaines, je pense qu'il y a de l'idéologie aussi dans les sciences exactes, mais qu'on peut régler le problème sur 10-20 ans, dans les sciences humaines, il faut 50 ans minimum. Bon, voilà, donc je dis, avant de savoir si un penseur est un grand penseur, quand je lis un grand historien qui est aussi un sociologue et un idéologue qui s'appelle Hobsbawm, qui est un grand sociologue, sociologue anglais, parce que tout ça est la même chose pour moi, il a l'honnêteté de dire, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire le bilan du stalinisme, c'est-à-dire l'histoire de l'URSS, car nous sommes trop près. Mais il est très possible que dans 50 ans, on juge à nouveau différemment l'histoire de la Russie soviétique et qu'on en fasse une critique positive. Tu vois, il faut admettre que nous sommes trop proches de cette époque pour pouvoir donner un jugement dépassionné et à peu près historiquement froid sur l'épopée stalinienne. Ça, pour moi, c'est totalement honnête. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce que l'histoire part de l'idéologie et de la politique pour aller vers la science. Elle se refroidit et s'objective. Et il faut du temps. Personne ne peut prétendre, comme certains néo-positivistes ou positivistes, que ce soit Weber ou d'autres, dire ma puissance intellectuelle me permet de regarder la réalité contemporaine avec 200 ans d'écart. Ça, c'est l'arrogance d'Heidegger.
Moi, j'ai pas cette arrogance. Je dis, je prends des paris. Je dis, je pense que je me suis pas trop trompé sur certains trucs, et le temps me donnera plus ou moins raison. Et il se peut très bien que le temps me donne tort, et que je sois finalement, dans 50 ans, rien du tout, ou un espèce d'idéologue réac, et qui a fait des petits paradoxes sur le féminisme, etc. C'est tout à fait possible. Je prends les paris. Mais par contre, je prétends avoir produit un discours un peu courageux, et avec certaines qualités, c'est-à-dire de finesse, des articulations à peu près valables sur l'Oedipe, sur la dysymétrie de l'Oedipe, etc. Je ne peux pas prétendre plus. Moi, les mecs qui prétendent plus me paraissent soit très arrogants, soit très naïfs, et je dis, on va attendre. Et moi, sur Bourdieu, par exemple, qui est le mec qui m'intéresse pour ça, je me dis, vous verrez que plus le temps va passer, plus Bourdieu, on se rendra compte qu'il n'y a pas de débat sur Bourdieu, parce qu'il n'a pas produit de sociologie, il n'a rien théorisé du tout. Il n'a rien inventé, il n'a rien produit. Tu vois, Lucien Goldman a inventé quelque chose en sociologie, ce qu'il appelle le structuralisme génétique, sur ce qu'il appelle la dialectique de comprendre, expliquer dans les structures significatives en inclusion. Ça, c'est une vraie théorie. Henri Vallon a produit quelque chose sur ce qu'il appelle les alternances fonctionnelles dans le structuralisme génétique. Il y a des penseurs qui ont produit quelque chose. Mais aujourd'hui, le niveau est tellement bas en sciences humaines qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire produire de la théorie. Pour revenir à ce que tu dis, je comprends très bien en tout cas que pour analyser la chute de l'Empire communiste et la chute de l'URSS, il faudra peut-être attendre aussi la chute de la société néolibérale pour tirer des conclusions. Et puis de voir, si on veut faire des analyses objectives, c'est quel était le niveau de vie du russe moyen, qu'est-ce que c'est que le russe moyen sous le Nicolas II, qu'est-ce qu'il était à la pire période stalinienne, on va dire, etc. Il y a des critères objectifs, niveau de vie, le sentiment de liberté, qui sont aussi des critères, attention, il n'y a pas que le niveau de vie, et ce travail-là ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'enjeux politiques aujourd'hui que personne ne veut ou ne peut le faire. Il n'y a que de la passion en réalité, il n'y a pas de sociologie sur ce sujet-là, tu vois. Et il faut que ça se refroidisse. Mais on peut dire la même chose sur Cuba. Comment faire une sociologie sérieuse de la révolution cubaine aujourd'hui? C'est très difficile. Il y a trop d'enjeux, trop de passion. Personne n'a les moyens de le faire, ou en cachette. Moi, ce que je vois, c'est que Spinoza, lui, quand il a produit son système, il a renoncé à le publier tout simplement de son vivant parce qu'il savait que ça lui entraînerait des emmerdes politiques, parce qu'il avait vu ce qui était arrivé à Giordano Bruno, qui a été quand même brûlé par l'Inquisition, tu vois. Et ben voilà, je veux dire, ça c'est honnête, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un type comme Spinoza, qui est d'une modernité incroyable, dit simplement, j'écris ça pour moi, je le garde pour moi, parce que sinon je pense que je vais aller en tôle. Moi, je vais te dire un truc, 90% de ma production théorique, je la garde pour moi, parce que je pense que si je la sortais, j'irais en prison. Voilà, je suis comme Giordano Bruno et comme Spinoza, il n'y a pas de problème. Et rien n'a changé de ce point de vue-là, tu vois. Je vais revenir sur une petite idée parce que ce qui m'a beaucoup plu chez toi, c'était recentrer un peu les débats et mettre en valeur les fausses idées ou les faux débats. Je pense notamment à une fois où je t'ai entendu à la radio où on te demandait ton avis sur le mariage homosexuel et tu as dit que c'était un faux débat, c'était pas dit d'intérêt. On veut à tout prix trouver des gens qui seraient contre. Pour dire donc que c'est un combat progressiste. On a bien compris aujourd'hui dans une période de crise économique très forte où en réalité on est en réelle régression par rapport aux acquis du CNR et des Trente Glorieuses. Il faut remettre tout ça dans l'époque de ce que ça veut dire que le CNR, espèce de consensus signé entre les communistes et le capital français sur la défaite nazie par la planification gaulienne et néo-gaulienne, qu'il y ait une relative redistribution des richesses dans une société libérale. Et là, il y a une complicité du Parti communiste français qui dit ok, on signe parce qu'il y aura une amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, mais on renonce à la révolution, qui consistait à désarmer les communistes à un moment donné, où ils auraient pu prétendre à la prise du pouvoir et à créer une guerre civile comme en Espagne. C'est tout ça. Bon, il y a eu un espèce de consensus qui a produit une amélioration objective du niveau de vie des Français qui s'appelle les Trente Glorieuses. Il est évident qu'aujourd'hui on est sorti